nom est Tina Montreuil, je suis professeure au département de psychopédagogie et de counseling de l'Université McGill, plus spécifiquement au programme de psychologie scolaire, et je suis directrice de Care Lab qui représente Childhood Anxiety and Regulation of Emotions, donc vraiment toutes les thématiques entourant la régulation des émotions et de l'anxiété chez l'enfant. Dans le cadre des travaux du récit sur le développement d'une citoyenneté à l'ère du numérique, on a développé le modèle qu'on a appelé le processus d'autonomisation éthique avec deux volets, le développement d'aptitudes socio-affectives d'un côté, mais aussi de capacités cognitives. Et du côté des aptitudes socio-affectives, on a nommé beaucoup de choses avec les acteurs du réseau scolaire, comme développement de l'écoute, de la confiance en soi, de l'écoute de l'autre, de l'empathie. Tous ces éléments-là, on se demandait un peu comment on fait ça, comment on travaille ça. Et en associant ça aux travaux de Tina Montreuil de l'Université McGill, on s'est rendu compte que, dans le fond, travailler la régulation émotionnelle, ça amenait de l'empathie, de l'écoute, de la confiance en soi, de l'ouverture à l'autre. Et on s'est dit, voilà une clé où on pourrait travailler avec la recherche pour trouver des activités concrètes qu'on pourrait proposer à des enseignants qui feraient en sorte qu'on sait que ça va avoir comme répercussion cette autonomisation éthique qu'on cherche chez nos élèves par une meilleure régulation émotionnelle. Alors, l'intention du projet de recherche est en fait donc d'améliorer les pratiques pédagogiques dans le but de vraiment cibler les besoins, les réels besoins des enfants. Et ça part un peu d'un concept théorique qui vise à établir le lien entre l'aspect socio-affectif ou les besoins socio-affectifs des enfants et leur capacité, dans le fond, à être disponible et apprendre. Donc, beaucoup des interventions que l'on fait, c'est de miser, augmenter, exemple, la régulation émotionnelle de l'enfant, amener l'enfant à être plus conscient de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, du rôle que les situations qui l'environnent ont, en fait, sur lui-même, dans le but de l'aider à reprendre un certain contrôle, donc à répondre de façon plus adaptée ou mieux adaptée aux circonstances, à l'adversité de tous les jours. L'exercice premier d'un focus group, c'est de vraiment aller chercher donc, des informations du contexte, du milieu, donc des gens qui sont dans les écoles, les enseignants, administrateurs, personnel de soutien, dans le but de vraiment adapter le contenu que nous, on tente de développer de l'extérieur et de s'assurer qu'en fait, c'est écologique, c'est valide, c'est contextuel. Et aussi se concentrer un peu comme centrer nos efforts vers des besoins réels. Parce que nous, on peut avoir pensé à plusieurs besoins qui seraient plus ou moins vraiment usuels, pragmatiques. Donc, dans un premier temps, d'aller recueillir les commentaires des gens visait surtout à ça. Et au même temps, je crois, le focus group était vraiment pertinent pour les chercheurs, pour les gens qui visent à développer différentes approches, dans ce cas-ci, approches pédagogiques ou les raffiner, les peaufiner, mais surtout à offrir la possibilité aux gens du milieu d'avoir une possibilité de pouvoir s'exprimer, de parler. Donc, il y a un aspect un peu même thérapeutique du fait de tenir des focus groups qui donnent la possibilité aux gens d'échanger entre eux, de créer une communauté, en fait, entre certains membres qui sont déjà connectés et d'autres qui le sont moins, et de normaliser surtout les difficultés. Je pense que pour certains, quand on vit dans ces milieux-là avec les difficultés scolaires et les différents enjeux qui entourent les enfants et leurs difficultés, par moments, des fois, on peut se sentir comme on est seul à vivre ces difficultés-là, ce qui rend, dans le fond, la réaction à ces difficultés-là souvent plus alarmante. Dans ce cas-ci, c'est de créer un environnement où les gens, entre eux, reconnaissent que finalement, bien, ce qu'on vit dans notre école, est-ce que j'aurais pas pensé être le cas chez vous, mais finalement, il y a des thématiques qui se rejoignent. Et donc, dans le fond, ça vient vraiment, oui, à la fois valider, mais normaliser. Et je pense qu'encourager les gens à se mobiliser également, créer des pistes de solutions. Souvent, quand on vit des difficultés en milieu scolaire, on va se concentrer sur toutes les difficultés que l'on vit, sur le côté plus négatif de la chose. Mais en ayant des genres d'activités comme celle-là, par l'entremise du projet de recherche, ça nous permet aussi de créer des pistes de solutions pour les gens, les encourager. Donc, ça visait principalement ça, les activités aujourd'hui, et on était très chanceux parce que les personnes, de par leur contribution, ont eu des échanges très riches. On n'a pas eu à travailler très fort en tant que facilitateur, donc ça, c'était très positif également. Dans le but de faire la collecte, on a pris des notes évidemment durant le processus, mais également là, les enregistrements. Donc, le but, c'est de vraiment transcrire ces échanges-là dans le but de vraiment d'identifier des patrons, des thématiques qui reviennent entre acteurs, entre personnes, mais aussi entre milieux.
Et là, c'est de pouvoir, donc, en repêchant ces thématiques-là, ces patrons-là, à travers les patterns, comme on dit, à travers les différents échanges, c'est de vraiment guider le développement, donc, de pédagogie adaptée ou infusée de pratiques qui ferait la promotion, donc, d'aptitudes socio-affectives ou d'habiletés socio-affectives dans le cursus scolaire tel qu'on le connaît. Donc, dans le but, encore une fois, d'aller cibler le développement de cette dimension-là de l'étudiant, de l'élève, encore une fois, pour globalement, donc, développer cette autonomisation-là de l'élève. Et donc, prochaine étape, codification, et ensuite, vraiment, on va se mettre les mains à la pâte pour développer, là, rédiger ou réviser, si on veut, les pédagogies ou les plans d'études actuellement pour les enrichir avec cette sphère socio-affective-là. Avant cette question-là, selon vous, quelles sont les interventions qui ont été déployées dans vos milieux dans le but de parer à ces enjeux? Lesquelles ont été efficaces selon vous et lesquelles ont eu peu d'impact ou d'effet? J'ai beaucoup aimé votre introduction tout à l'heure, vraiment en début de rencontre. Ça nous a, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que dans les dernières années, on s'était interrogé. Vous avez mentionné à quel point souvent vous vouliez être proactive plutôt que réactive à certaines choses. Puis ça a été notre constat dans les dernières années. On était très dans les interventions. Nous, on appelait ça éteindre des feux. Il y a eu beaucoup de discussions sur mieux comprendre l'élève. On a encore du chemin à faire, là, mais de comprendre la colère plutôt que de réagir, nous, comme adultes, de réagir à une colère qui n'est pas nécessairement une colère. Il y a peut-être quelque chose sous-jacent, d'essayer de discuter. Il y a beaucoup la discussion. À l'école, élèves avec enseignants ou TES, etc. Fait que la discussion est hyper importante chez nous. Est-ce que la conséquence, oui, il faut qu'elle soit en lien, mais est-ce qu'elle est nécessaire dans tous les cas? Tu sais, la discussion qu'on va avoir, est-ce qu'elle va amener l'élève à cheminer, à réfléchir, tu sais, d'amener la discussion à réfléchir sur toi-même, réfléchir aux actions que tu as posées. Qu'est-ce que ça t'a amené? OK, ça t'a libéré, mais comment on peut transférer ça? L'élément majeur dans tout ça, c'est entre autres le local des TES. La définition était beaucoup plus, au lieu d'être un local plus de retrait, où on dit à un enfant, ben, va là-bas, puis va faire ton travail, c'est maintenant un local d'apaisement, où l'enfant rentre avec une intention de se déposer et de revenir prêt à retourner pour son enseignement dans la classe. Puis, par exemple, Anne-Sophie, elle a collaboré avec des routines sensorimotrices, des routines de yoga qu'on propose aux élèves aussi. Donc, il y a différents moyens qui sont proposés aux élèves pour qu'ils puissent se sentir mieux, se réguler, oui. Cette année, la fête de la rentrée, c'était un rallye justement qu'on allait visiter les organismes communautaires qui sont autour de l'école avec les enfants, puis les parents étaient invités aussi. Donc, moi, je les connaissais de nom, mais je savais pas nécessairement qu'est-ce qu'ils faisaient, là, donc ça a été grandement aidant pour moi. Puis même mes élèves m'en parlaient, les parents étaient là, donc ça, c'est de rendre l'école positive, de les impliquer, qui sont importants dans le développement de l'enfant, que c'est pas nous, les enseignants, qui avons tout le pouvoir sur le développement de leur enfant. On a besoin d'eux, on a besoin de faire une équipe avec eux. On avait une agente de liaison communauté-école pendant plusieurs années. Là, il y a eu des coupures. Elle n'est plus là, mais ça aidait beaucoup aux enseignants de comprendre la communauté et la communauté de comprendre l'école. Là, on a créé un jardin communautaire dans notre cours d'école, donc les parents qui s'en occupent avec la communauté. Je pense qu'on a vraiment un souci, c'est un enjeu, on en est conscient, c'est un souci pour nous, c'est un défi d'amener les parents à l'école, fait qu'on a toutes sortes de choses. Parce que les enfants, ils savent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont besoin comme qu'on leur montre. Fait que dans toutes ces règles-là, il va falloir leur montrer ce qu'on attend d'eux. Là, ce que j'entends dans la régulation émotionnelle des endroits pour pouvoir justement aller se réguler, c'est contextuel aussi. On leur crée un environnement qui est sécurisé, sécuritaire pour eux. Et quand vous parlez, donc, on va leur montrer comment faire. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'enseignement, comme vous disiez, l'enseignement explicite des comportements attendus, c'est super aidant. Surtout pour les élèves qui ont des difficultés sociales en douance. Puis, on se ramasse aussi, on a une collaboration, moi, 5e année, mettons, avec le préscolaire. Puis, on va aller faire beaucoup d'ateliers avec les petits. Fait que des élèves qui viennent d'apprendre ces compétences-là vont venir les transmettre à des tout-petits. Puis là, ils deviennent dans un rôle de leader, puis ça devient super positif. Mais en gros, là, c'est beaucoup le fait que l'équipe
soit en concertation, que les gens du service de garde, les TES et moi, on a tous le même travail. C'est juste qu'on travaille différentes choses au sein de la vie de l'élève. Puis de garder en tête que cette collaboration-là, ben ça va être aidant. On travaille beaucoup à bâtir le lien, être dans le positif, faire des activités avec les élèves, puis on le regagne après ça tout le reste de l'année parce que notre lien est plus fort avec eux, je pense. La grande différence, surtout ce qu'on fait beaucoup à l'école, là, c'est être 2 dans la classe. T'sais, beaucoup, là. C'est Anne-Sophie va en classe, travaille avec les enseignants. Jolène, qui est orthopédagogue avec ses premières, 2e années au préscolaire, travaille dans les classes. Notre orthopédagogie en début d'année avec les 5e années, 6e année. L'orthopédagogue était en classe pour un bloc de 8 semaines pour faire un enseignement explicite des stratégies de lecture à 2, où là, c'est notre niveau 1, mais notre niveau 1 appartient pas seulement qu'à l'enseignant. On vient doubler la chance, puis c'est plus que doubler, là, c'est exponentiel, là, la chance de faire de la rétroaction aux élèves, d'offrir des modèles différents, de rejoindre l'élève qui fonctionne pour eux. On le fait, Jolène le faisait déjà avec les petits. On a fait le pari cette année de l'exporter chez les grands, puis ça fonctionne merveilleusement bien, là. Le fait d'aller travailler en classe, ça permet aussi de travailler dans l'environnement que l'enfant évolue toute la semaine. Fait que, tu sais, je fais pas juste le prendre dans mon bureau, puis que là, en petit sous-groupe de 2-3 élèves, il est capable de réussir la stratégie quand j'y rappelle, puis qu'il n'y a pas de bruit, puis que tout est parfait dans, tu sais, comme condition. Mais là, dans la classe, c'est comme avec le même environnement que d'habitude. Il faut que j'intègre la stratégie, puis après ça, ben c'est que la stratégie, la prof peut la rappeler au fil de la semaine pendant que moi, je suis pas là. Fait que c'est aussi ça... je pense que le travail d'équipe aide à faire ça. Oui, alors... Cette vision commune-là, comment on la développe? Ça prend un leader positif. Ça prend quelqu'un qui nous amène à cheminer comme équipe. Ça prend... Tu sais, c'est un ensemble de choses, mais ça prend quand même quelqu'un en haut qui croit en son équipe, quelqu'un qui valorise son équipe. Ça fait quand même la différence. Parce que ce qu'on essaye d'avoir comme approche bienveillante avec les enfants, nous, on l'a... Et là, on le transmet. Okay. Je veux juste faire un reflet là-dessus parce que c'est une des choses que moi, je crois. C'est que là, par exemple, en milieu scolaire, l'enseignant devient un peu modélisateur, donc il devient le modèle, des fois correctif, d'un modèle parental en milieu familial que l'enfant n'a pas. À quelque part, on voulait aller chercher votre perception sans la contaminer par des actions concrètes que nous, on tente de mener sur POM. On voulait aller vraiment chercher on parle de validité écologique ou empirique, donc aller chercher ce que vous vivez. Et voici un peu ce à quoi le groupe s'affaire. Donc, enfin, on parle de base théorique, du moins ce qui a inspiré les genres de travaux que je suis à développer actuellement. C'est vraiment le fait que de plus en plus, je vous en ai parlé tout à l'heure, faire le constat qu'en milieu scolaire, de plus en plus, nos enfants nous arrivent avec des difficultés au plan affectif, au plan santé mentale, ou du moins, j'ai pas mis le continuum, je l'avais mis, je l'ai enlevé, mais l'idée, c'est que, tu sais, la santé mentale, être bien au plan de la santé mentale, c'est pas comme genre, je le suis ou je le suis pas. C'est sur un continuum, hein. Et ça, il y a des études qui démontrent que plus je vais bien plus je vais bien au plan socio-affectif, mieux je gère mes émotions, plus je sens que j'ai du soutien de mon environnement, moins que je me sens jugée, plus que je suis capable de justement aller miser sur mes forces et chercher aussi sur les forces des autres, mais mieux je vais au plan socio-affectif, plus grande résilience que je vais avoir face à la santé mentale. C'est un peu l'analogie du vaccin. Régulation émotionnelle, pour rendre ça un peu plus simple, parce que, tu sais, dimension affective, c'est large, mais la régulation émotionnelle au centre de tout ça, on sait qu'il y a un impact sur le fonctionnement. Donc, des enfants qui se régulent mieux, ce sont des enfants qui travaillent mieux au niveau socio-affectif avec les autres. Leur fonctionnement psychosocial est important. Donc, il y a une dimension, oui, santé mentale qui est plus médicale. Il y a une dimension socio-affective qui était un peu plus, genre, je sais pas, dans les psychosociales, mais au plan académique, quand je parle à des éducateurs et à des administrateurs, les enfants également qui se régulent mieux, c'est aussi des enfants qui performent mieux. L'analogie de tout ça, c'est parce qu'encore une fois, l'analogie que si je vais mieux, je régule mieux mes émotions, je suis moins anxieux de performance face à quelque chose, je vais aussi donner libre accès à toutes les capacités, compétences que j'ai. Et ça, aussi vrai chez des enfants doués. Ça, des enfants doués que on évalue leur intelligence, ils sont brillants, 97e percentile.
on évalue, exemple, leur capacité en mathématiques ou en écriture. Là, il y a un paquet de problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant avec un profil cognitif comme celui-là devrait fonctionner au plan académique? Là, souvent, il y a des difficultés au plan exécutif, l'attention, la mémoire, tout ça. Mais souvent, on évalue pour un TDAH, qu'est-ce qu'on se rend compte? Un enfant, qu'en fait, qui est anxieux. Et la manifestation, là, qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur, est presque identique chez un enfant anxieux qu'un TDAH. Mais au plan exécutif, ils n'ont pas de difficulté. Ils réussissent très bien aux tests de passation exécutive qu'on leur donne. Donc, tout ça pour dire que finalement, il y a des bien-être sur plusieurs sphères qui sont vraiment pertinentes au contexte scolaire. Pour les jeunes qui sont victimes, le cyberrisque avec des prédateurs sexuels ou autres en ligne, l'enfant qui a des meilleures régulations émotionnelles, qui se questionne davantage, qui est plus métacognitif, va aussi être protégé envers des risques en ligne. Et dans l'ère du numérique, je pense que c'est hyper critique de se poser un regard là-dessus. On enseigne aux enfants l'importance, vous le mentionnez, vous le faites déjà chez vous, c'est l'importance de la pleine conscience, l'aspect métacognitif, de me dire, on leur enseigne le lien. Tu sais, la question que je peux poser, c'est qu'en thérapie, une fois qu'un enfant est anxieux, un adulte est anxieux, là, on leur enseigne comment on fait le lien entre comment je me sens, parce que c'est facile à savoir, je me sens fâchée aujourd'hui, bien, je m'arrête souvent, ou peu souvent, à me poser la question, bien, qu'est-ce qui est en lien avec ces émotions-là? Mais dans le fond, la triade cognitive est très simple. Si je me sens comme ça, c'est signe que j'ai des pensées qui alimentent ce sentiment-là. Donc, si j'ai des émotions négatives à l'intérieur de moi, c'est qu'à quelque part, j'ai des pensées négatives qui sollicitent ces émotions-là. Et par défaut, si je pense négativement, si je me sens négativement, comment ça va affecter mes choix au plan comportemental? Je vais faire plus d'évitement, je vais blâmer les autres, je vais rester un peu stagnant versus être dans le changement. Alors, pourquoi on enseigne ça aux enfants une fois qu'ils vont pas bien? Pourquoi pas leur enseigner ça quand ils vont bien, pour qu'un jour, quand ils font face à de l'adversité, qu'ils puissent exercer ce contrôle-là sur ce qui se passe autour d'eux? Qu'est-ce qu'on a besoin de développer chez nos jeunes pour qu'ils soient capables de relever les défis de la citoyenneté dans un monde où le numérique est omniprésent et vient même changer nos façons d'être, nos manières de penser, nos manières d'interagir avec les autres, notre manière d'entrevoir le monde? Bien, on a réuni plein de gens qui sont des acteurs du milieu, qui ont réfléchi sur ces questions-là, puis qui ont nommé ensemble qu'est-ce qu'on a besoin de développer. Puis ça nous a amené à développer le modèle qu'on a appelé le modèle québécois, qu'on appelle l'autonomisation éthique. Entre autres, il y a 2 volets qu'on pense qu'on a besoin de développer pour développer de l'autonomisation éthique. Pourquoi on a ajouté le mot éthique? C'est notamment parce que ce qu'on vise, c'est le mieux vivre ensemble, le fait de vivre tout le monde bien ensemble. Pas seulement développer de l'autonomisation individuelle, mais collective également. Donc, de l'empowerment collectif. Et ça veut dire qu'on se tient compte du mieux vivre ensemble, pas juste de mon propre empowerment individuel très fort. Donc, on parle de capacité cognitive, là, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais parmi les éléments qui ont été nommés par plusieurs acteurs, il y avait, entre autres, des aptitudes socio-affectives autour de soi, de l'autre et du monde, la connaissance de soi, l'estime, l'affirmation de soi, l'écoute, le respect, le développer l'empathie, l'ouverture, la collaboration, la solidarité, sont tous des mots qu'on a nommés, qu'on dit, il me semble que ça fait défaut quand on lit dans les médias sociaux. On a souvent l'impression que tout ça, c'est moyennement présent, mais on sent que si on veut développer de l'autonomie, il faut développer ces éléments-là. Mais comme on est dans une approche où on veut développer de l'éthique, pas de la morale, pas dire voici comment tu dois te comporter, mais plus si on réfléchit ensemble, qu'est-ce qui va favoriser qu'on soit bien ensemble, comment on peut ensemble construire ce meilleur monde-là, bien, nous, ces éléments-là, on trouvait que ça avait trop une connotation, dit comme ça, morale. Sois empathique, aie confiance en toi. Et quand j'ai entendu Tina, puis quand on s'est mis à travailler ensemble, on s'est rendu compte que ce sur quoi elle travaillait, la régulation émotionnelle, quand on travaille la meilleure conscience, la pleine conscience, comprendre conscience de mes émotions, mes sentiments, ce que je ressens, ce que je vis, puis développer des stratégies pour mieux les contrôler, les gérer, ça a comme répercussion une meilleure confiance en soi, une capacité de montrer de l'empathie envers les autres, montrer plus de respect, être capable de faire preuve d'écoute. Ça a comme impact ça. Donc, on s'est dit, il faut qu'on travaille avec Tina pour qu'on puisse développer des stratégies qui vont s'intégrer au travers des apprentissages réguliers, des apprentissages qu'on fait en classe, dans le cadre des apprentissages du programme de formation de l'École québécoise, développer des activités. Tina avait déjà 16 activités déjà toutes prêtes, clés en main, pour travailler avec des enseignants. Nous, on s'est dit, on veut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire
comment on pourrait faire en sorte que c'est pas nécessairement ces activités-là, mais tout ce qu'il y a comme stratégie là-dedans, on pourrait développer des ressources qu'on pourrait distribuer à tous les enseignants du Québec pour que eux, dans le quotidien de leur classe, au travers des apprentissages qu'ils ont déjà à faire, ils puissent travailler ces éléments-là, soit comme des clés pour aider à mieux apprendre, soit pour être mieux vivre ensemble dans la classe, ou ainsi de suite, pour faire en sorte qu'on ne développe pas juste des citoyens qui vont être plus capables d'être autonomes, mais aussi que ça a un bénéfice au sein de la classe. Et cette année, ce qu'on veut faire, c'est à partir de ce qu'on va accueillir aujourd'hui et de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est développer des activités qu'on va pouvoir vous proposer, que vous allez pouvoir expérimenter l'an prochain. Et nous, ce qu'on veut, c'est cueillir des données, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données de la recherche qui vont démontrer l'efficacité de telle stratégie par rapport à ce qu'on vise. Donc, ce qu'on veut, c'est documenter ça pour être capable ensuite de dire, ben voici, on a fait ça dans des classes, on a expérimenté ça, et donc voici ce que ça a eu comme répercussion par rapport à des classes où on n'a pas fait ça, ou encore où on a juste formé les enseignants, mais sans les outiller avec des activités précises, de telle sorte qu'au terme de ce projet de recherche-là, on va être capable de proposer des outils concrets validés par une méthodologie de recherche qui va nous amener à pouvoir faire ce travail.